Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Revenus et Causes. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une CRO qui a orchestré l'une des transformations les plus radicales, entre guillemets, de la tech française. Bonjour Fanny, Bonjour Benjamin. bienvenue dans Revenus et Causes. Donc, toi, tu es CRO de Diffusely, anciennement connu sous le nom de Miro. Tout à fait. Et comme je l'introduisais rapidement, tu as vécu un pivot majeur qui a nécessité de sacrifier plusieurs millions d'euros de revenus pour repartir sur une nouvelle base. C'est un peu une décision qui illustre parfaitement la route sinueuse qu'est la croissance d'entreprise. Parfois, il faut savoir tout remettre en question pour construire quelque chose de plus grand. Donc, c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui, puisque c'est sous ta direction que Diffusely est passé un peu d'une entreprise assez opérationnelle à une véritable tech company qui gère aujourd'hui 3 business units qui ont des dynamiques très différentes, on le verra. Chacune avec sa propre stratégie go-to-market. Donc voilà, donc tu vas nous partager comment tu as géré cette transformation complexe d'un point de vue revenu, ta vision de la structuration des équipes commerciales marketing entre 3 business units qui ont des phases de croissance différentes, super intéressant. Et aussi ton retour d'expérience sur l'ouverture à l'international, puisque vous êtes très présent, notamment aux États-Unis. Donc voilà, restez avec nous jusqu'au bout. Fanny, je suis ravi de t'accueillir. Je te laisse te présenter. Merci Benjamin, ravi de participer à ce podcast et merci de me recevoir. Je me présente rapidement. Fanny, je suis CRO de Diffusely. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que j'ai rejoint l'aventure. Et effectivement, a vécu ce gros pivot, changement d'activité sur lequel on va revenir pour relancer une nouvelle activité dans le software et maintenant gérer une phase de croissance importante. Donc, ravi de partager ce retour d'expérience. Du coup, tu peux nous présenter rapidement Diffusely aujourd'hui, où vous en êtes, combien de personnes au global, combien de personnes au revenu, combien de personnes tu gères? Oui, tout à fait. Donc très rapidement, pour revenir sur l'activité historique, Diffusey c'était avant Miro, comme beaucoup de gens connaissent le nom. L'activité ancienne, c'était une marketplace de photographes, donc un business très opérationnel qui avait vraiment pour but d'offrir à des acteurs B2B, grands comptes, des reportages photographiques partout dans le monde, donc une activité opérationnelle de service. On a fait ce pivot, aujourd'hui une activité software. Diffusely, on est présent dans 3 verticales, comme tu le disais, dans l'automobile, dans la mode et dans l'immobilier, sur une activité software qui permet de gérer de la création et de la retouche de contenu visuel par l'intelligence artificielle. Pour te donner une idée de taille, on est à peu près 115 personnes sur la partie software. On est présent dans beaucoup de pays. On fait 50% de notre activité en Europe, 50% aux États-Unis. Et l'équipe revenue, c'est à peu près la moitié des effectifs, une grosse quarantaine de personnes. Ok. Ok. Donc, équipe revenu au global, c'est vraiment marketing, sales et clients pour que tout le monde soit aligné. C'est vraiment toute l'équipe. Exactement, c'est marketing, sales, client, customer success et une petite partie d'opération. Ok. Il y a des RevOps aussi un petit peu qui vous aident à orchestrer tout ça en interne? Une, Une on a une RevOps? toute petite équipe qui n'est même pas une équipe RevOps, mais qui joue un rôle essentiel et qui a joué un rôle essentiel dans la transformation et qui continue vraiment de supporter la croissance et la phase de scaling de l'activité software. Ok. Et donc, historiquement, vous êtes une entreprise quand même très sales-led. C'est-à-dire que du coup, les commerciaux ont toujours joué un rôle important aussi dans votre activité. On était une boîte très sales-led dès le début, avec vraiment des clients qui ont peu changé au final parce qu'on propose toujours de l'amélioration d'image, donc on parle aux mêmes personnes, en revanche on le fait plus du tout de la même façon. On est très focus enterprise, B2B grand compte, et donc même aujourd'hui on reste très sales-led. En revanche, ce qu'on vend, c'est un produit, c'est de la tech, et c'est plus Ouais. du service comme c'était le cas avant. Et on le verra, j'imagine, aussi en fonction des verticales, c'est plus ou moins... le potard est plus ou moins poussé, quoi. Exactement, et on n'est pas du tout au même degré d'avancement, de maturité et de taille dans ces verticales, donc ça a des gros impacts sur l'organisation des équipes. Euh, Évidemment, on va en rediscuter, je pense. Pour commencer, effectivement, je pense qu'on va aussi parler de ce sur quoi j'ai un petit peu introduit l'épisode et qui attise un peu la curiosité de beaucoup de monde, j'imagine. C'est quand on a préparé l'épisode, tu as eu cette phrase qui m'a dit, voilà, quand on a géré le pivot, on a balancé plusieurs millions de revenus pour repartir de zéro. Ouais. J'avoue que ça donne, voilà, c'est quelque chose d'un choix fort.
Ça m'intéresse de comprendre déjà, le contexte de pourquoi vous avez opéré ce shift-là, et du coup, qu'est-ce que ça a impliqué derrière en termes de transformation. Oui, alors je reviens rapidement sur l'historique. Donc, comme je te le Ouais. disais, à la base, Miro, c'est une marketplace de photographes qui a connu une super forte croissance. La France se souvient d'une levée de fonds record, d'une croissance hyper importante sur cette activité donc de marketplace de photographes. Donc sur les années 2016 jusqu'à 2019-2020, une croissance hyper importante avec une internationalisation, etc. Covid arrive Mm. et évidemment l'activité est complètement mise à plat parce que qui dit Covid, qui dit confinement, dit pas de shoot photographique. Enfin, les photographes, très concrètement, ne se déplaçaient pas. Les boîtes ne faisaient pas de shooting. La plupart de nos clients étaient fermés, etc. On travaillait beaucoup dans le travel. Et donc, c'est évidemment le secteur qui a été le plus impacté et en plus impacté sur le long terme. Et moi, j'arrive chez Diffusely, donc chez Miro à l'époque, en 2021. On pensait que le Covid était derrière, Mm. avec pour objectif de faire repartir justement l'activité, d'atteindre des niveaux de revenus qui étaient similaires à ceux de pré-Covid, et puis vraiment de reprendre cette phase de croissance de l'activité qui avait été interrompue par le Covid. Et en fait, relativement rapidement, je me rends compte avec notamment Gaëtan Rougevin-Baville, qui était COO à l'époque, qui est depuis devenu CEO de la boîte, qu'il y a non seulement évidemment un impact immédiat du Covid qui est hyper fort, mais il y a des impacts long terme et il y a des vraies tendances de fond dans la façon dont nos clients consomment et créent leurs images, Mm. qui sont évidemment drivé par la technologie. Donc, on voit vraiment la naissance et l'émergence de ce qu'on appelle user-generated content, c'est-à-dire les photos, c'est plus des photos prises par des photographes, mais de plus en plus, les agents IMO Mm. mettent des photos en ligne qui ont été prises par des iPhones ou des smartphones parce que les caméras intégrées sont de super qualité. C'est la même chose pour les restaurateurs avec leurs plats, etc. On se rend compte que les budgets des marques et des clients, les budgets marketing sont quand même impactés long terme et diminués sur le long terme. C'était pas juste simplement la période Covid. Et donc, il y a une réticence à réinvestir quand même des montants hyper conséquents dans l'image, aussi parce que la technologie fait qu'il y a des moyens moins chers d'accéder à l'image, mais qu'en parallèle, les besoins d'image augmentent de plus en plus parce qu'il y a des renouvellements, que ce soit dans la mode, on n'est plus sur 2 collections, mais on est sur 4 collections. On vend plus ses produits simplement sur son propre site internet, mais il y a l'émergence des marketplaces et donc une marque est distribuée sur 5, 6 marketplaces différentes et à chaque fois, il faut des images qui sont un petit peu retouchées ou un petit peu différentes. Et donc, il y a d'un côté des budgets qui sont restreints, une technologie qui est vraiment en train de changer complètement la façon de créer les images et donner accès, enfin ouvrir des portes incroyables, et un besoin constant de produire toujours plus d'images. Et donc on se dit avec Gaëtan, on va pas sur le bon business là avec la photographie professionnelle qui reste super chère, qui est très opérationnelle, qui demande des déplacements de photographes, qui demande de la Mm. récurrence de shoot parce que avant d'investir dans la création d'une base de photographes, il faut forcément qu'il y ait de la récurrence parce que sinon les economics marchent pas. Et donc on décide de pivoter en 2022 et se dire il nous reste assez de cash pour mettre toutes les chances de notre côté de réussir. On est convaincu sur la profondeur de marché, on est convaincu sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc on décide d'arrêter complètement l'activité. En parallèle, on rachète 2 petites boîtes tech pour nous apporter justement des briques techniques qu'on avait commencé un petit peu à développer en interne, plus comme des outils de productivité pour permettre une retouche plus rapide et plus efficace de nos shoots professionnels. Et donc on Que tu utilisais déjà rachète avant, en fait, c'est ça. qu'on Tu utilisais utilisait déjà en interne, Ouais, mais ouais. c'était vraiment des briques internes de productivité en fait et Ouais, ouais. d'automatisation. Et donc on se dit on va prendre ça, on va les sortir, on va faire 2 acquisitions et puis on va lancer une activité software et arrêter complètement l'activité marketplace de photographe. Donc ça, c'est une décision qui est prise
troisième trimestre à peu près 2022. Fin 2022, on annonce le pivot à tout le monde. Début 2023, on a complètement pivoté et on arrête on arrête toute l'activité Q1 2023, l'activité historique. Deuxième nouveau départ en très peu de temps, quoi. Post-Covid, vous repartez Ouais, bien en tête sur la même activité, mais vous repartez quand même de zéro puisque tout s'était arrêté. Moi, je l'avais vécu chez La Fourchette aussi, ouais, des restaurants fermés du jour au lendemain, zéro revenu. Donc effectivement, ça oblige aussi un peu à se réinventer. Mais donc du tout coup, à c'est pas fait. que ça, quoi. C'est que vous avez aussi suivi une tendance de marché. Vous avez, enfin, c'est aussi une opportunité pour vous de faire converger changement de façon de vivre la photo, changement de techno aussi, j'imagine, avec l'IA. On y reviendra sûrement, mais ça doit aider Exactement. aussi énormément l'activité. Ok, donc très Ouais, intéressant. c'était pas juste un arrêt et on repart, c'était un Ouais, ouais. arrêt et on repart un petit peu d'ailleurs. Enfin, on a relancé 2021 un petit peu l'activité, c'était un petit peu Mm. reparti. En fonction des zones géographiques dans le monde, il y avait des pays qui shootaient, d'autres qui shootaient pas, etc. Mais non, là, c'était vraiment une décision de changer radicalement d'activité. Et donc de nom aussi à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous changez de nom. Ou un peu Change de après. nom, on a changé de nom un petit peu après. Pour plusieurs raisons. On s'est posé la question au moment du pivot, du changement de nom. Mais nos clients, en fait, nous, on vend 3 produits différents qui sont hyper verticalisés. Donc, un produit automobile car cutter, un produit dans la mode Auto-Retouch qu'on a lancé plus récemment et un produit dans l'immobilier qui s'appelle ProperShot. Nos clients aujourd'hui connaissent à peine le nom Diffusely. Ils Mm. achètent vraiment sous les noms de nos verticales. Donc il n'y avait pas vraiment une urgence, on va dire, à changer de nom. On avait quand même une certaine crédibilité et une certaine expertise qui était reconnue dans l'image et dans la création de contenu visuel Mm. sous le nom Miro. Et donc au moment du pivot, on a beaucoup de sujets à traiter et on se dit on garde le nom. En revanche, fin d'année dernière, on s'est dit c'est bon, le pivot, le pivot a réussi. On a vraiment lancé l'activité, lancé les 3 verticales. On va retomber sur des niveaux de revenus et d'ARR qui sont équivalents à ce qu'on avait pré-pivot sur l'ancienne activité. Donc un peu pour acter la réussite et pour vraiment tourner la page, on rebrand et on change de nom. Ok. Et donc du coup, donc vous relancez une activité, donc c'est assez rare. C'est vous avez une marque forte. Tu l'as dit, vous avez encore un peu de fonds, etc. Donc là, vous repartez sur un marché que vous connaissez aussi. Donc c'est génial. C'est vous lancez une nouvelle activité, mais avec quand même des atouts non négligeables qu'on a rarement quand on lance une activité. Toi, c'était quoi ton rôle dans cette transformation-là et les principales difficultés dans ce contexte-là, du coup, que tu as eu côté revenu? C'est une bonne question. Alors, effectivement, on repart quasiment de zéro, mais pas tout à fait. C'est pas non plus un hasard si on se lance dans cette activité, parce que je te dis, on avait des briques tech qu'on a pu Mm. réutiliser, on avait une vraie expertise, on avait un accès aux clients, et d'ailleurs, on a converti certains clients qui étaient des clients de la marketplace en clients software, parce qu'on vend grosso modo les mêmes bénéfices, c'est-à-dire la capacité à créer à l'échelle et de manière efficace du contenu visuel. Et donc, c'est pas voilà, c'est pas non plus un hasard si on se lance sur cette activité. Maintenant, ça veut pas dire que la décision a été facile parce que, comme tu le dis, c'est une décision énorme. Il y a énormément d'implications. Au moment où on le fait, on n'est pas obligé de le faire. L'activité est un petit peu en train de repartir. C'est juste qu'on se dit que c'est pas le bon choix pour le futur, mais on n'a pas le couteau sous la gorge. Et donc, c'est une décision qu'on prend en avance de phase. Et il y a des grosses implications équipes parce qu'il y a il y a des équipes il y a des équipes qui n'ont plus leur place dans la nouvelle organisation. Il y a des implications pour les équipes qui restent, qui sont peu nombreuses, mais ça veut quand même dire pour beaucoup changer un peu de job, changer de mindset, changer de focus, etc. Il y a des implications clients, parce que tu l'as dit, on a quand même décidé d'arrêter des millions de contrats, enfin pour des millions d'euros de contrats au Mm. moment où on pivote. Et il faut embarquer le board et les investisseurs dans un pari qui est quand même un petit peu fou. Donc la difficulté, c'est déjà la prise de décision et le fait de se dire, allez, on y va, c'est vraiment la bonne chose à faire. Et après, côté revenu, évidemment, il y a des grosses implications. Vendre du SaaS
ou vendre du service opérationnel, c'est pas du tout la même C'est clair. chose. La culture d'entreprise n'est pas la même. On est sur une flexibilité qui est moindre pour les équipes commerciales, j'ai envie de dire, parce que quand tu as des ops derrière qui peuvent un peu tout gérer et que tu vas chercher du revenu, bah, tu trouves toujours un peu un moyen d'y arriver. Euh, et tu as une grosse réactivité. Quand tu vends un produit et une tech, tu es obligé d'être beaucoup plus standardisé. Tu as des cycles de vente qui ne sont pas les mêmes, tu as des façons de vendre qui ne sont pas les mêmes. Donc les implications sont énormes côté revenus. Et donc on reconstruit concrètement une équipe commerciale, marketing, customer success. Ouais, du coup, c'est que demander concrètement d'un point de vue organisation déjà, parce qu'il y a organisation, il y a des outils et plein de choses derrière, et même les KPI, j'imagine, ne sont pas forcément les mêmes. Quand Pas tu du dis tout tu les vends mêmes. du produit, tu vends du service, tu vises pas du tout la même chose. Les équipes produit tech, j'imagine aussi et qu'il y a dû y avoir un investissement très fort dessus. Mais si on reprend là, ouais, organisationnellement parlant, qu'est-ce que ça a modifié concrètement chez Diffusely ce changement? J'ai envie de dire un peu tout. Des équipes, des types de personnes qu'on recrute, de leur façon de travailler. Pour te donner une idée de la radicalité du changement, on a même changé de CRM en fait. Ok. C'était un choix vraiment voulu. En fait, ce qu'on voulait pas, enfin, c'était deux choses. Un, on voulait aller vite parce que on était quand même tombé à zéro en étant assez haut en termes de revenus, etc. Et donc cette période est pas forcément agréable. Et donc on voulait aller très très vite dans la reconstruction et la croissance de la boîte. Et donc, on s'est dit que pour se donner un maximum de chance, il fallait qu'on le fasse de manière radicale et qu'on recommence de zéro en mettant quand même un gros investissement dès le départ. Et donc, en construisant des équipes très, très rapidement avec des profils qui étaient des profils qui venaient du monde SaaS, qui venaient des industries dont on parle, etc. Et le deuxième risque qui était identifié dès le début, et on en a parlé avec tout le monde dans la boîte de manière hyper transparente, c'était de rester dans cette culture un peu ops servicielle Mm. et de faire un peu en entre-deux, tu vois, de pas réussir à passer sur un vrai modèle SaaS, on vend du SaaS, on vend pas du service, on fait pas un entre-deux où on a un peu d'IA pour nous aider, mais que derrière, on gère en faisant vraiment du service. Et pour ça, c'est pareil. On s'est dit qu'il fallait vraiment reconstruire les équipes, remettre en place des méthodologies de travail. On a changé la méthodo sales que notre VP a mis en place. Et c'est aussi pour ça qu'on a changé de CRM, parce on est passé sur HubSpot. Ouais, c'est ça. Donc, mine de rien, la proposition de valeur, comme tu le disais, est un peu la même. Le Mm, moyen est différent pour y arriver, mais ça reste la même proposition de valeur. Donc, tu gardes en fait quand même une partie de ton message et ton pitch exactement. commercial, mais par Ouais. contre, la façon de le vendre n'est plus tout la même. Donc, tu Non, remets tout à plat. Et vous êtes passé de quoi à quoi en termes de CRM? on est passé de Salesforce à HubSpot. Ok. Et ouais, donc c'est vraiment aussi un changement radical, même dans la simplicité et dans la standardisation et la méthodologie commerciale dont tu parlais, que ton directeur Ouais, commercial a mis en place, c'est quoi? Spiced. Spice, ok. Ouais. Ouais. Donc des deux frameworks, HubSpot, HubSpot bien. Spiced à Salesforce et méthodologie qui était vraiment grand compte B2B service. Donc avec vraiment des cycles de vente qui étaient quand même beaucoup plus longs, mais une absence de standardisation dans Hmm. le pricing. Alors c'était pas des pricing faits au hasard, etc., mais on était quand même sur une offre qui était peu standardisée au final. Oui, c'est ça, c'est que tu avais concrètement, c'est du service, quoi. Donc tu es obligé d'adapter, En en fonction fait, des en besoins, plus. tu adaptes les équipes que tu mets derrière. Alors tu vends évidemment toujours la même chose. Et une des forces de Miro par le passé, c'était vraiment cette machine opérationnelle hyper automatisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé des briques d'IA et donc vraiment hyper efficace et donc cost effective et autres. Donc, on n'était Ouais. pas sur de la tech, mais on avait quand même cet objectif d'être vraiment optimisé. Et donc ça, on l'a quand même gardé dans l'état d'esprit. Mais c'est vrai qu'on vend plus du tout la même chose et il a fallu changer radicalement la façon de vendre. Il a fallu éduquer les équipes aussi sur le produit. Hmm. Tu vois, et un peu sur la tech, sur les contraintes, sur comment est-ce que ça se vend, sur comment est-ce que ça s'intègre chez nos clients, parce qu'une de nos
particularité, c'est d'être hyper intégré dans les écosystèmes de nos clients. Et donc une culture tech et de l'écosystème qui était toute nouvelle et qu'on avait très peu historiquement. Et en combien de temps, du coup, tu as opéré ce shift-là là, tu dis, si on prend l'exemple Salesforce à HubSpot, en combien de temps vous êtes dit, OK, go, maintenant, tout c'est live? En 3 mois, on avait tout changé. OK, ouais, donc même pour les équipes, ça a dû être assez challenging. C'était hyper rapide et c'est pareil. Au moment où on a pivoté, on s'est dit il y a 2 choses qui vont être super importantes. C'est la transparence. Il faut qu'on arrive vraiment malgré l'incertitude et malgré certaines décisions qui sont difficiles, à créer un climat de confiance où les gens en fait voient qu'on leur dit la vérité, qu'on partage les informations qu'on peut partager au maximum, etc. Donc on a été hyper transparent. Et la rapidité d'exécution. Parce que le pire, c'est d'être un peu entre les deux activités, d'être à moitié sur l'arrêt des contrats historiques et le lancement d'une activité, etc. Donc c'est pour ça que c'était vraiment entre le moment où on a annoncé fin 2022 et le 13 mars, je crois, 2023, tous les clients, tout était arrêté complètement sur l'activité historique. On a tout mis en place pour minimiser cette période de transition un peu pas agréable où tu as des équipes qui sont là et qui savent qu'ils vont rester, même si au final, on a renouvelé l'immense majorité des équipes. Mais c'est pas très agréable d'être là et de savoir qu'il y a potentiellement des gens qui vont partir, etc. On voulait être dans une nouvelle structure avec un nouvel élan le plus rapidement possible. Et tu as des exemples un peu concrets de conseils que tu pourrais donner à des gens qui doivent vivre ce shift super rapide dans l'accompagnement des équipes? Qu'est-ce que vous faites pendant 3 mois où vous êtes en transformation et en construction? Vous vendez quoi? Comment vous accompagnez? Comment vous onboardez les gens? C'est une bonne question. Non, mais on est vraiment focus sur la mise en place. Après, on partait pas tout à fait de zéro non plus parce qu'on avait racheté Carcutter Ouais. en 2022, qui est donc une activité de software dans l'automobile et qui propose une application et un software, une solution IA qui permet de créer du contenu visuel et de retoucher du contenu visuel pour les concessionnaires automobiles et les marketplaces dans l'auto. Ils avaient déjà des clients, ils avaient un PMF, donc il y avait cette activité qu'on était en train de passer à l'échelle et de faire croître au moment du pivot. Et sur le reste de l'activité, on a segmenté, on a été hyper clair sur les nouveaux rôles des personnes, ce qui était attendu d'eux ou d'elles dans les 2-3 prochains mois, comment elles allaient pouvoir nous aider, hyper clair, hyper transparent sur la timeline, sur les risques qu'on avait identifiés, très clairement sur ce pivot, sur nos incertitudes, mais aussi sur ce qui nous faisait croire qu'on allait être successful, etc. Et au final, c'est vrai que les gens ont été hyper boostés, hyper rassurés en fait d'avoir accès à quasiment le même, un niveau d'information très élevé, quoi. Ouais, Donc ouais, le conseil, c'est ça, c'est la transparence. complètement assumer le truc, savoir que Complètement assumé. ouais, transparence à fond et onboarder, engager un maximum les gens avec des routines, du partage d'infos, de la documentation, etc. Ouais, exactement. Ok, bah écoute, non, tu as fait de bonnes transitions. Tu parles de Carcutter, donc on va parler un peu des 3 business units. Tu as parlé de PMF, donc de Product Market Fit pour ceux qui nous Oui. écoutent. C'est-à-dire que Carcutter avait déjà trouvé son marché, donc du coup, tu savais quoi un petit peu, enfin, vous pouviez capitaliser dessus pour lancer une bonne phase d'exécution pour faire le maximum de bénéfices avec cette marque-là. On commence à avoir pas mal d'épisodes de Revenus Ecos derrière nous. Là. Nous, chez Okobo, on accompagne pas mal de boîtes maintenant et on note une chose, c'est qu'il n'y a pas de playbook parfait. Il n'y a pas de playbook parfait. Voilà, il y a une boîte à outils de plein de choses. Tu peux citer Spiced, il y a plein de workflows, plein d'organisations qui existent sur le marché, mais qu'il faut tester intelligemment. En fonction de son contexte, sa phase de croissance, il y a des choses qui marchent moins bien. Mais ce que je trouve intéressant chez toi et chez Diffusy, c'est que vous êtes l'exemple typique de ça. Vous avez 3 verticales avec des momentum, des niveaux de maturité différents. Voilà. Donc, très chaud pour avoir un petit tour d'horizon déjà de c'est quoi vos 3 verticales, où est-ce que vous en êtes. Explique-nous un peu ça. Ouais. Donc nous, comme je te le disais, on est dans 3 verticales. L'automobile via Carcutter, qui est notre produit historique suite à notre achat de Carcutter en 2022. ProperShot, qui est une solution dans l'immobilier qui permet
très simplement à des agents IMO de créer des shootings immobiliers, enfin des photos IMO qui sont retouchées automatiquement, améliorées via l'IA, mais aussi de jouer avec du home staging, etc., grâce à une application mobile. Et dans la mode, AuthoriTouch, un software qui permet aux marques et aux marketplaces de créer et de gérer toute leur post-production, la retouche, la standardisation, la mise au format, le changement de background, etc., de leurs centaines de milliers de visuels, la préparation pour la mise en ligne de leurs sites, des sites des marketplaces sur lesquels elles sont présentes, et qui permet aussi aujourd'hui, via des solutions d'IA générative, de créer des mannequins IA et donc de réduire leur coût de production. Ça, c'est nos trois verticales. Et effectivement, on est à des degrés de maturité très différents. Carcutter, c'est un business qui est établi, qui est en très très forte croissance sur les 2 dernières années, qui fait 50% de son chiffre aux US, 50% en Europe. Historiquement, Carcutter, Ok. ils sont à Graz, donc quand on les rachète, ils sont surtout présents dans cette région. Ils ont un client aux US, et donc sur les 2 dernières années, nous, on gère vraiment la phase d'accélération et le scaling de Carcutter. Puis, au moment du pivot, on lance en interne, donc pas lié à un rachat, notre solution dans l'immobilier, ProperShot. L'immobilier, c'est un secteur sur lequel on avait une forte expertise. C'était une des key verticales quand on était sur la marketplace. Ouais. Nos briques internes d'IA, elles étaient principalement dans la retouche de photos IMO. Et donc, on lance ProperShot il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et notre dernière verticale, c'est AuthoriTouch. AuthoriTouch, c'est aussi en partie issu d'une acquisition. On a racheté donc une boîte qui s'appelait AuthoriTouch. On a décidé de garder le nom en 2022 aussi, mais c'était vraiment une brique tech. Il n'y avait pas de product market fit au moment où on les a rachetés. Il y avait quelques clients, mais on savait qu'il fallait qu'on change le produit, offre. Donc on fait une pause en fait dans le go-to-market. Sur les 2 dernières années, on affine le produit, on change la stratégie même de positionnement de la solution pour se rapprocher en fait exactement de ce qu'on propose dans l'automobile et dans l'immobilier. Et on commence à recommercialiser AuthoriTouch fin 2024. Donc, comment tu fais pour lancer une nouvelle verticale comme ça, soit que vous avez créée, soit que vous rachetez, Ouais. et comment tu valides que le concept est bon? Ouais. Alors, je dirais la clé pour le lancement d'une verticale, en plus de, évidemment, il faut s'assurer qu'il y ait un marché, que ça vaille le coup d'investir dans ce marché parce que il y a quand même plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions d'euros potentiellement à aller chercher. Je dirais qu'il faut miser sur les bons profils, et c'est ça vraiment. Nous, le playbook, grosso modo, sur les verticales, le playbook est le même. Ok. C'est simplement, on adapte le playbook à la maturité de la verticale. Et donc, on ne va pas chercher les mêmes profils et on ne va pas avoir les mêmes objectifs en fonction de la taille de la verticale et de product market fit, est-ce qu'il est prouvé, pas prouvé? Est-ce que on est prêt à investir parce que c'est bon, on est serein? Est-ce qu'on est en phase d'ouverture et d'internationalisation? Mais grosso modo, notre organisation et notre stratégie, elle dépend pas de la verticale, elle dépend simplement de son degré de maturité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'ouvrir d'autres verticales, parce qu'il y a des énormes synergies à la fois côté produit, c'est assez évident côté tech, on a une plateforme qui est centralisée, mais aussi côté go-to-market, parce que, et côté marketing, la proposition de valeur, c'est la même. On ne parle pas aux mêmes clients, mais on parle aux mêmes personnages chez ses clients. Et donc, il y a des synergies énormes. Maintenant, évidemment, quand tu as une toute petite verticale ou que tu es en train de lancer un produit, au début, tu mises sur des profils qui sont beaucoup plus couteaux suisses. Tu as besoin d'un état d'esprit entrepreneurial. C'est un peu comme quand tu ouvres un pays, de quelqu'un ou d'une petite équipe qui débroussaille, qui aide à affiner le pricing potentiellement, la stratégie go-to-market, qui te fait des retours, qui est très proche du produit, évidemment, pour potentiellement faire les derniers ajustements. Et au fur et à mesure que le product market fit se confirme, et j'ai pas l'indicateur magique en mode si tu as 10% de croissance month over month ou si
tu as 80% des clients qui te disent qu'ils ne pourraient pas se passer de ta solution. Je n'ai pas cet indicateur magique, mais c'est une collection d'indicateurs C'est qui ça. fait que tu as de l'attraction, tu as de plus en plus de clients, tu as peu de churn, etc. Qui Ouais, c'est fait, un mélange de KPI ouais, que tu vas suivre et aussi un peu de ressenti de terrain des équipes. et C'est un évidemment, mélange des deux. et honnêtement, tu as aussi un peu de jugement, de ressenti et d'indicateurs qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. Donc, profil plutôt senior quand même. Quand tu lances une activité, quelqu'un qui vient t'aider quand même à porter plein de casquettes et à te challenger aussi un peu Ouais, tu as suite à quand ce qu'il même, voit sur le terrain. exactement, exactement. Tu as besoin de quelqu'un assez senior et il vient, idéalement, qui vient de l'écosystème ou Oui, c'est ça. ouais, Qui a de la déjà une verticale, connaissance qui a une qui te fait gagner un connaissance, temps fou aussi, j'imagine. fait gagner beaucoup de temps et qui t'aide justement à affiner cette stratégie go-to-market. Et évidemment, quand tu commences à avoir un peu de traction, tu rentres dans un modèle plus classique, j'ai envie de dire, où là, tu as des rôles un peu plus définis, tu as des équipes commerciales avec des objectifs d'ARR, de booking, que tu viens renforcer avec des équipes Customer Success, parce qu'au bout d'un moment, forcément, il faut des gens pour gérer les clients, et que tu renforces par du support, etc. Un petit peu plus de marketing parce que tu as de l'attraction, donc tu te dis autant générer aussi de l'inbound. C'est un peu cette évolution des structures qu'on a vu en fait nous sur nos 3 verticales. Là, on est maintenant à un stade où on a une structure qui est très similaire parce qu'on a passé cette phase discovery go-to-market sur les 3 et donc on est plus en phase d'accélération sur nos 3 verticales avec des équipes qui sont structurées de la même manière, c'est-à-dire une équipe marketing centralisée, je pense qu'on va revenir dessus, c'est un choix, il n'y a pas de Ok. modèle parfait, mais ça fonctionne plutôt bien. Des équipes BDR, Ouais. des équipes de sales exécutives qui sont à chaque fois dans leur verticale et qui viennent de l'industrie avec vraiment un bagage, un network, etc. Et des équipes Customer Success qui s'occupent de l'onboarding, des renouvellements et de la gestion des grands comptes. Et évidemment, le support derrière pour le SMB et pour les questions techniques ou autres des clients. Et la gestion des upsells, du coup, la vente additionnelle, c'est quoi? C'est le CSM ou c'est le sales qui s'en occupe? Alors, nous, on a vraiment une stratégie de land and expand dans nos 3 verticales. Donc, si tu réfléchis à ce qu'on vend, on vend une solution dans l'automobile à des concessionnaires auto. Généralement, la façon dont ça se passe, c'est on rentre dans un groupe, on a potentiellement un partenariat avec le siège. Si c'est un groupe qui fait 80 concessions, potentiellement on en signe 10 pour commencer, ça se passe bien, on va en chercher 10, 15, 20 autres. C'est la même chose dans l'immobilier et c'est la même chose dans la mode. Généralement, on commence par une ligne de produits et puis derrière, on va chercher d'autres lignes de produits pour prendre de plus en plus de place chez nos clients et qui nous confient au final toute la production de leur contenu visuel. Et donc, c'est vraiment principalement les sales qui vont gérer tous ces upsells qui sont vraiment des expansions au sein de nos clients. Après, quand on arrive à 80-90% de taux de pénétration, on va dire, chez les clients, c'est les Customer Success qui Ok. prennent le relais. C'est aussi le Customer Success qui gère les renouvellements. Mais évidemment, dans les cas compliqués, petit coup de fil au sales exec qui a vendu la solution, ça reste quand même des métiers différents. Tu vois, Customer Success et Sales. Et donc, on est vraiment pour favoriser ces échanges. Et on reviendra dessus, je crois, mais on l'a pris en compte aussi dans la construction des incentive plans. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai cité l'exemple typique parce que on a fait un épisode avec Partout où il expliquait que lui il avait mergé le rôle d'AE et d'AM Mm. dans ses équipes. Après, je fais un épisode avec Alad où lui il dit non, il Ouais, faut spécialiser. On me dit mais attends Benjamin, d'un côté on me dit il faut spécialiser, de l'autre côté on me dit il faut merger. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, la réponse c'est ça, c'est que tu l'as dit, toi tu as 3 verticales, même au sein de ces verticales, tout le monde fait tout. Après tu respécialises. De temps en temps tu peux remerger aussi. Le 16 revient. Voilà, c'est à adapter vraiment dans le contexte quoi. ouais, exactement. Tu adaptes dans le contexte. Par contre, ce qui est essentiel, c'est justement d'avoir les bons objectifs pour driver les Ouais. bons comportements. On a quand même tendance à
à sous-estimer l'importance des objectifs, l'importance des incentive plans dans les comportements et se dire c'est bon, tout ça c'est du bon sens, etc. Sauf que quand tu passes à l'échelle, c'est plus juste du bon sens, c'est aussi, il faut avoir vraiment des critères qui soient clairs et objectifs sur quels sont les rôles de chacun pour qu'il n'y ait pas de frustration en fait. Et que quand un sales est appelé par un customer success pour un renouvellement d'un client important, il n'ait pas l'impression de perdre son temps parce qu'il ne peut pas vendre et qu'il est en train de renouveler un client et que lui, il a été targeté simplement sur de la vente et du nouvel ARR, mais qu'il y ait une picture plus large et qu'il soit complètement confortable de le faire et que ce soit aussi aligné en partie avec ses objectifs. Ah ouais, enfin, moi complètement lié. La science de la REM variable et l'impact que ça a sur la performance opérationnelle et la clarté de la mission de chacun est juste clé. On est des fervents défenseurs de ça chez Okobo parce qu'on déploie beaucoup de missions comme ça, mais du coup, ça fait plaisir à entendre déjà de voir l'importance et l'impact que ça peut avoir. Mais dans un contexte comme le tien où tu as 3 verticales, donc tu as un objectif commun de boîte qui est Diffusely, tu as des objectifs individuels très forts liés à chacune des verticales et en plus potentiellement la spécialisation de chacun dans ces verticales. Comment tu fais pour gérer un peu les deux incentives? Alors, là, c'est pareil. Évidemment, les incentives au tout début d'une verticale, je t'en parlais quand tu es sur des rôles couteau suisse, c'est pas les objectifs qu'on a aujourd'hui sur des rôles beaucoup plus spécialisés. Au début, moi, j'aime bien incentiver tout le monde sur le succès de la verticale. Et le succès de la verticale, c'est pas forcément le nouvel ARR que tu signes parce que déjà, tu sais pas forcément exactement quoi attendre, etc. Mais ça peut être au tout début, un nombre de clients qui entrent en test, un nombre de clients qui entrent en test payant, des retours terrain, etc. Et évidemment, quand tu rentres dans la phase où nous, on est maintenant, c'est-à-dire beaucoup plus spécialisé, on est sur des incentives qui sont beaucoup plus alignés avec les rôles individuels des gens. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 composantes qui pour moi sont hyper importantes et qu'on met dans les objectifs de tout le monde et dans les plans d'incentive de tout le monde. Un, c'est une petite partie sur la réussite de la boîte, parce que comme tu le disais, on a 3 verticales. Et donc, on a un petit pourcentage de chaque incentive plan qui est vraiment lié à la réussite des 3 verticales. Et on a un pourcentage discrétionnaire sur plus lié au comportement, un peu au coup de pouce que tu vas filer à ton collègue qui est sur une autre verticale mais qui a des challenges similaires aux tiens, au customer success quand tu es un sales et qu'il a besoin d'aide pour donner, pour renouveler un client. Et donc grosso modo, on a l'immense majorité évidemment le plus gros composant de l'incentive plan, c'est ce qui est lié à ce sur quoi toi tu as le contrôle. Donc pour les sales, le nouvel ARR, aller chercher de la croissance, des nouveaux clients, etc. Une petite partie qui est liée à la réussite de la boîte et une petite partie qui est liée au discrétionnaire pour encourager ces bons comportements, justement, et qui n'ont pas forcément un impact direct sur le nouvel ARR que tu vas pouvoir booker. Et ça, on l'a sur tous les jobs, on l'a sur tous les rôles. Les Customer Success, c'est la même chose. Une grosse partie, c'est de la rétention client, de l'onboarding, parce que chez nous, c'est quand même hyper important. On est sur des grands NRR, comptes. vous suivez la partie Net Retention Rates? On le suit, mais ça fait pas partie des indicateurs sur lesquels on target les équipes. Ok. On target sur la rétention globale. Ouais, exactement. Et BDR, eux, c'est le nombre de rendez-vous qualifiés. Et les BDR, c'est le nombre de rendez-vous qualifiés, exactement. Ok. Et ce qui est important aussi pour nous, et pour moi, quand on parle d'objectifs, on m'a souvent posé la question de, par exemple, est-ce que tu incentives un sales sur le sur l'ARR onboardé et pas juste sur l'ARR signé, tu vois. Parce que heureusement, c'est une toute petite partie, mais effectivement, il y a parfois des clients qui s'onboardent pas. Et là, c'est vrai qu'on a une vision assez stricte là-dessus. Je me dis, j'ai pas envie de créer des tensions entre les équipes. Donc moi, j'incentive les gens sur la partie sur laquelle ils ont le contrôle, tu vois. C'est-à-dire le sales, il onboard pas. J'ai pas envie
qu'il y ait des tensions entre un sales et un customer success parce que l'onboarding se passe mal, etc. En revanche, c'est notre rôle en tant que management, c'est le rôle des sales ops, etc., de faire en sorte que le sales puisse pas vendre quelque chose qui s'active pas. quelque chose qui va pas s'onboarder derrière. Et donc, c'est hyper important pour moi aussi d'avoir un peu ces limites et ces cadres, mais de minimiser un peu les tensions potentielles entre les équipes. De la même manière pour les BDR, tu vois, j'ai pas envie d'incentiver les BDR sur ce qui va signer derrière des rendez-vous qu'ils ont apportés, parce que j'ai pas envie que ça crée de la tension entre oui, mais parce que j'avais pas le bon sales en face et un tel aurait closé et il a pas closé, mais le rendez-vous était... Non, en fait, le BDR, il apporte des rendez-vous qualifiés et c'est à nous de définir qu'est-ce que ça veut dire un rendez-vous qualifié et qu'on compte comme un rendez-vous par rapport à ses objectifs mensuels ou trimestriels. Oui, ça revient à ce que tu disais aussi, la transparence, c'est des critères très clairs. Un rendez-vous qualifié, on ne se laisse pas le choix. Il y a un décideur, il y a un budget, il y a tels éléments, c'est posé, si c'est bon, c'est validé. Exactement. Charge au sales derrière d'aller faire son travail et on ne peut pas demander au BDR de faire non plus d'être partout. Et du coup, ce que je trouve pas mal, c'est que vous avez quand même poussé les indicateurs plus globaux pour aider quand même vos équipes à s'intéresser à ce qui se passe à côté, quoi. C'est-à-dire que c'est ça, mais c'est géré via d'autres leviers. C'est un levier plus généraliste en mode, bah voilà, il y a aussi une petite partie, 15-20% de ton incentive qui va dépendre de ce que tu fais en dehors juste de juste driver tes objectifs. Sans pour autant aller demander à un BDR de vendre ou aller demander à un sales d'onboarder 100% de ses clients. Oui, bien sûr. Bah écoute, super intéressant, parce que c'est vraiment des questions qu'on nous pose tout le temps sur à quel moment je m'arrête et est-ce que j'ai une incentive sur du signé ou sur de l'embarqué. Merci pour ce feedback, ça va en aider pas mal, je pense, au moins d'avoir un point de vue. Encore une fois, il n'y a pas de de réponse magique, mais au moins il y a un point de vue. Il n'y a pas de recette qui fonctionne à tous les coups. Je jump sur un autre sujet qui intéresse beaucoup de monde aussi en ce moment, tu t'en doutes, et en plus c'est le fond de votre métier parce que tu parlais beaucoup d'IA. Toi, tu utilises comment l'IA au sein des équipes revenues? Tu as juste 2-3 cas concrets à nous donner aussi sur des exemples sur comment ça a changé ce métier? Ouais, alors de plus en plus, on utilise l'IA au sein des équipes. Il y a 3 cas pour l'instant, 3 cas d'usage principaux. Ça nous aide vachement dans tout ce qui est la création de contenu, notamment au marketing. Alors évidemment, c'est jamais plug and play. On va pas créer d'articles exclusivement sur un chat GPT, mais c'est quand même un outil de productivité qui est non négligeable. Et donc ça permet d'aller plus vite, de créer plus. Ça nous aide énormément avec tout ce qui est traduction, etc. On est en train de le mettre en place au support aussi pour, pareil, aider les équipes plus rapidement grâce à des outils qui ont accès aux tickets historiques, à la knowledge base, d'être plus rapide et d'avoir vraiment un assistant en fait dans la résolution des tickets et dans les problèmes qui sont potentiellement mis en avant. Et côté sales, grâce à des outils des note-takers, des outils d'enregistrement qui permettent vraiment au management d'avoir une meilleure compréhension de la performance, mais aussi de tirer des insights super intéressants et à l'échelle sur les grosses tendances côté client, les retours, les objections principales, enfin vraiment des outils d'analyse de data à l'échelle qui nous font gagner un temps considérable. Donc c'est des outils de gain de productivité principalement qui permettent aux équipes d'aller plus vite et d'être plus pertinentes. Il y a beaucoup de synthèse, productivité. J'imagine aussi, on ne l'a pas forcément beaucoup abordé et je pense qu'on va passer au prochain sujet, mais tu dis que tu es une équipe marketing centralisée. Bon, en fait, j'imagine que l'IA aide aussi énormément à aller beaucoup plus vite pour générer du contenu sur chacune des verticales. Exactement. En termes de productivité. Tu as des exemples d'outils que tu utilises du coup qui peuvent servir à des gens, si tu as le droit de le dire? Ouais, nous on vient de signer 2 outils là. Mojo pour les équipes commerciales principalement et Clerk pour le support.
Ok. des outils Un note peu clé taker. en main qui t'aide à avoir le Voilà. cadre pour faire ça proprement, quoi. Et moi, à titre personnel, et une grande majorité de nos équipes utilisent énormément Claude, ChatGPT, Ouais. etc. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de remplacer les équipes, pas du tout, ni même de faire confiance complètement à l'outil, mais c'est vrai qu'en termes de productivité, moi, c'est un assistant, en fait, c'est un assistant au quotidien sur de la rédaction, de la synthèse, etc. Enfin, moi, je le vois aussi à la taille de boîte, on a tout à faire. En fait, ça te fait gagner, enfin, ça fait gagner un temps fou, Un temps un fou, temps assez incroyable, qui te permet de générer du contenu déjà pré-mâché, extrêmement efficace et efficient dans ton exactement. contexte. Euh, Et, et effectivement, on le met nous en place pour nos clients. Après, nous, nos clients, ils savent pas que c'est de l'IA ou pas de l'IA. On vend pas de l'IA en fait. On vend des solutions qui leur permettent de créer du contenu visuel. Mais effectivement, pour moi, tous ces outils, c'est exactement comme nos produits. Si tu rajoutes pas la composante humaine en amont et en aval, c'est-à-dire en amont pour avoir un prompt correct, pour donner vraiment des guidelines qui sont intelligentes, qui correspondent à tes attentes, etc. Et en aval aussi pour faire des retours, pour fine-tune et pour vérifier, les risques hmm. sont énormes. Parce Ouais. que les hallucinations, c'est pas simplement dans les modèles d'IA générative Midjourney. Les hallucinations, elles sont partout. Et donc, c'est important de faire comprendre aussi aux gens qu'on n'est quasiment jamais sur une tâche ou un travail fini. Et nous, c'est aussi ce qu'on vend à nos clients, c'est-à-dire qu'on a une composante human in the loop dans tous nos produits. Donc, on vend des solutions qui leur permettent, grâce à l'IA, de retoucher à l'échelle ou de créer à l'échelle, mais on leur offre aussi cette capacité que nous, on gère en interne, de vérifier la qualité des visuels et de s'assurer de la conformité avec leurs guidelines et qu'il n'y a pas d'hallucination, etc. Et ça fait partie intégrante de notre proposition de valeur, tu vois, de rajouter une touche d'expertise humaine. Ouais, ouais, c'est une certif, quoi. Exactement. Mais qui est, non, mais qui est très concrète. Enfin, l'IA, c'est génial, mais ça dépend aussi énormément de ce que tu donnes en entrée, de la qualité de la donnée, de la clarté de ton instruction. Et je pense que plus ton cas d'usage est aussi bien ciblé, bien concret et bien borné, plus tu as de chances que ça se passe bien. Donc c'est Ouais, magique, mais il faut le faire, ça s'accompagne, quoi. Et ça c'est d'ailleurs pour ça que je s'accompagne. pense que beaucoup de gens ont encore du mal à appréhender ce qu'ils peuvent faire avec ça, parce que c'est tellement large qu'il faut vraiment trouver le bon cas d'usage. Exactement. Bah écoute, je switch direct sur un autre sujet, Ouais. qui a un peu rien à voir, mais c'est l'ouverture à l'international, on a abordé rapidement, donc là il nous reste, je pense, 5-10 minutes pour parler de ça, mais je pense que tu l'as dit, 50% de ton chiffre d'affaires aujourd'hui, de ce que j'ai compris, des US, en tout cas sur une verticale, donc Au déjà comment, global. au global même, du coup, comment tu fais pour aborder le lancement aux US, et qu'est-ce que ça change par rapport à une stratégie européenne? Alors nous, quand on rachète Carcutter, ils ont un client aux US et quelques clients en Europe. C'est évidemment un client qui, comme dans beaucoup de startups, au début a été signé par un des cofondateurs. Hmm. Et donc, on étudie le marché pour avoir une idée quand même de la profondeur et de est-ce que ça vaut le coup d'aller investir dans ce marché. Et rapidement, on lance les US, exactement comme on lancerait un nouveau produit en fait. Le type de profil que tu cherches au début, c'est pareil. C'est une personne avec casquette plus entrepreneuriale, un peu couteau suisse, qui va ouvrir le marché, nous faire des retours, s'assurer que le PMF soit aussi valable dans cette géographie et très rapidement nous permettre d'ajuster le tir s'il y a besoin ou s'il n'y a pas besoin. Nous, on a la chance d'avoir des produits qui, au final, demandent très très peu d'ajustement en fonction des géographies. Et donc ça c'est, on l'a vite compris aux US. Donc quand on lance, on commence avec un sales. Rapidement, il a beaucoup de traction. Et c'est lui qui gère l'onboarding, un petit peu l'intégration avec l'écosystème pour comprendre quels sont les CRM, les DMS principaux avec lesquels il faut être intégré pour que notre proposition de valeur tienne la route. Et puis rapidement ça prend et donc on passe de 1 à 15 aujourd'hui sales En combien de temps? sur la région en 1 an et demi, un an Ouais, et demi, 2 ans. ouais, donc quand même très rapide, quoi. Donc une croissance hyper rapide qui a été pareil, tu vois, sur les rôles, c'est exactement comme sur la maturité de la verticale, quoi. Au début, tu as cette personne un peu touche à tout et puis derrière, eh ben, tu
Tu spécialises, tu répartis le territoire par zone géographique pour que chaque sales ait son pool de prospects, etc. On a toujours, nous, cette volonté d'aller chercher des gens qui viennent de l'industrie. Donc aux US, on a pris des Américains qui viennent des secteurs en question, qui connaissent, qui ont un réseau et qui vendent au final exactement la même chose que nos commerciaux en Europe, qui ont la même proposition de valeur, ont le même produit, mais parlent la même langue Ouais, ils le font à que les l'américaine, quoi. prospects et le font à l'américaine. Et c'est vrai qu'il y a des différences culturelles qui sont hyper importantes. Et je pense que c'est une des clés de la réussite, c'est d'ouvrir un pays avec des locaux. Ouais, toi, ton conseil, c'est vous allez aux États-Unis, implantez-vous aux États-Unis et jouez le move à fond, quoi. Sinon, Ouais, les Européens, ils ont beau être très forts, ils n'arriveront pas forcément à être aussi bons aux États-Unis que des Américains pourraient le faire sur place. ouais, mais c'est d'ailleurs un peu vrai pour tous les pays. Pour moi, l'aspect local, ça veut pas dire tu customises tout ton produit, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des différences culturelles qui sont hyper importantes. Moi, j'ai bossé avant d'arriver chez Diffusely. J'ai vécu 11 ans à Londres, j'ai bossé 9 ans pour American Express, donc dans une boîte américaine hyper internationale. J'ai toujours eu des équipes très internationales, j'ai géré jusqu'à 22 pays. Et c'est vrai qu'il y a des différences culturelles hyper importantes qu'il faut prendre en compte quand tu ouvres un pays. Et mon conseil, ce serait vraiment faites-le en local. Nous, on n'a pas de bureau aux US, hein, ça ne veut pas forcément dire ouvrir un bureau et envoyer une armée de personnes sur place, etc. Mais ça veut plutôt dire, notamment en client facing, faites-le avec des locaux. Mais le faites pas trop tôt, notamment aux US, parce que c'est un pays qui coûte cher. La profondeur de marché, elle est énorme. C'est à peu près la taille de l'Europe en taille de marché, en tout cas pour nous. Ça a l'énorme avantage d'être un seul pays, donc il y a quand même une vraie homogénéité. Il y a des petites nuances, mais il y a une vraie homogénéité dans un marché qui est hyper profond. Mais ça coûte très très cher. Il y a beaucoup de pay-to-play. Il faut un investissement au début qui est assez conséquent, et ne serait-ce que les salaires en fait. Si tu veux t'équiper de cette personne senior au début qui est un peu entrepreneuriale et qui va t'aider, qui est un peu touche à tout, elle va te coûter 2 fois plus cher aux US qu'elle te coûterait à peu près dans n'importe quel pays d'Europe. Donc il faut Ouais, l'avoir c'est en ça. tête. Ouais, les US, c'est la particularité de ce marché-là, c'est qu'effectivement, tu y vas, c'est pas le même risque que tu prends financier. Non, c'est pas le même risque, et ça veut dire, en tout cas pour nous, ça voulait dire il fallait qu'on aille vite et qu'on ait des réponses rapides. Ouais, j'y pense, ça me fait penser au premier épisode que j'ai eu avec Bertrand, le fondateur de La Fourchette, qui disait quitte à ouvrir un pays, autant ouvrir un gros pays, Mm. vu que l'effort est le même. Mais c'est sûr qu'il y a cette petite spécificité aux États-Unis à se dire, OK, il y a quand même l'aspect financier qui est pas le même, qu'il faut bien anticiper, quoi. Oui, exactement. Et après, j'ai écouté aussi cet épisode qui est super intéressant. Ça dépend effectivement du degré d'adaptation ou pas que tu as besoin Exactement. pour lancer un pays, notamment dans ton produit. Encore une fois, nous, la chance qu'on a, c'est que, mis à part l'intégration dans l'écosystème, mais au niveau européen, c'est plutôt régional que local. Le produit est le même, et mis à part un peu de traduction, il n'y a pas besoin d'ajuster le produit et la tech derrière. Vous avez un truc très scale qui Nous, on a s'applique, un vous, truc c'est très, très scale. exécution pure de vente, comme tu dis. Même le message marketing, tu disais que tes équipes Le étaient. message marketing, c'est le même, et c'est Ouais. même le même en fait sur les 3 verticales. C'est d'ailleurs pour Hmm. ça qu'on a lancé 3 verticales. C'est grâce à nos solutions, vous créez votre contenu visuel rapidement, à l'échelle, sans compromettre sur la qualité, pour un ROI qui est clair, qui vous permet de vendre plus rapidement et plus cher. Que ce Ouais. soit une voiture, un jean ou un appartement. Oui, ça, c'est que la valeur est la même. Mais c'est vrai que tu as des verticales très plus B2C dans l'approche de vente, mais la manière dont tu les abordes sont les mêmes. D'où, en fait, le fait d'avoir une équipe market qui est peut-être aussi centralisée Centralisé, et des exactement. équipes sales, elles, beaucoup Ouais. plus verticalisées, Par quoi. contre, les équipes sales, on est très sales-led, on est sur du grand compte, on va cibler Hmm. les gros clients. Le client, quand tu signes n'importe quel client aux US dans l'automobile, La Fontaine ou Asbury, il s'en fiche que tu aies aussi un produit dans l'immobilier et dans la mode. Ils Ouais. veulent un expert de leur écosystème, et c'est tout. Dernière question, juste sur la partie américaine et internationalisation. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, cette culture américaine? Tu dis que tu as travaillé longtemps avant même Diffusely
à l'international et avec les Américains. Ça t'a amené quelque chose de différent dans ta façon d'aborder l'organisation des équipes revenues en France, dans ton expérience aujourd'hui? Enfin, en France, pas forcément juste en France, mais oui, je pense que l'internationalisation et le fait de travailler dans des boîtes qui sont très internationalisées avec des équipes de plusieurs pays, dans plusieurs pays, des clients dans plusieurs pays, ça m'a appris énormément sur la façon de manager les équipes, la façon de gérer les clients, mais aussi la façon d'interpréter certains chiffres, certaines datas, certains mails, tu vois, certaines communications, la façon de vendre. Il y a des pays qui sont beaucoup plus directs. Aux US, tu fais pas attendre un client 3 semaines avant d'envoyer un pricing en faisant 200 000 allers-retours. Les gars, ils sont straight to the point. Il faut y aller directement, etc. Des pays européens où il faut prendre beaucoup plus, tu vois, un peu le temps et mettre beaucoup plus les formes. C'est pareil dans la data. NPS score, par exemple, tu vois, pour te donner un exemple très concret, de 70, ça ne veut pas du tout dire la même chose si tu es aux US, si tu es au Mexique ou si tu es au Japon. Il se trouve qu'on n'est pas aujourd'hui en Asie, mais qu'on l'a été beaucoup par le passé, et Ouais. notamment dans mes équipes antérieures. Naturellement, les Japonais, ils n'ont pas tendance à te mettre des notes extrêmes. Et donc, globalement, c'est très difficile d'avoir un 9 ou un 10 au Japon dans un NPS, alors que les Mexicains ou les Américains, ils sont plus facilement enthousiastes sur un sujet. Et donc, il y a des nuances comme ça, sans rentrer dans les clichés, évidemment, mais il y a des nuances comme ça qui sont à prendre en compte dans la façon d'interpréter la réussite ou non dans un pays, les indicateurs, les cycles de vente, la performance sales et dans la façon de gérer des équipes. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir eu cette expérience. Et d'ailleurs, quand j'ai décidé de rentrer de Londres à Paris, l'aspect international de la boîte dans laquelle j'allais aller, c'était un des principaux aspects. J'avais vraiment envie de rester dans ce Ouais, côté dans ce très truc international. interne. Ouais, donc toi, ça t'a appris KPI, l'importance de la data, la transparence dans le management et ce qu'on dit depuis le début, la complexité d'avoir du coup en fait un contexte dans lequel on opère qui fait qu'il faut toujours regarder les choses différemment en fonction de ta taille de croissance et dans quel pays Exactement. tu es. Il y a toujours un contexte et tout est toujours relatif en fait. Exactement. Bah écoute, moi j'ai trouvé qu'on a passé pas mal de sujets en revue, c'était super intéressant. On finit toujours par les trois petites questions signatures qui nous intéressent. Donc c'est la première, c'est le concept ou le framework ou une réalisation dans ta carrière qui a un peu changé ta manière de manager ou de travailler et que tu implémenterais à chaque fois que tu arriverais dans une nouvelle boîte. Ouais. Alors moi, un principe, je pense que tu l'auras compris, hein, un principe que j'essaye d'appliquer partout, qui est un peu polémique potentiellement ou qui fait un peu peur, et c'est que une mauvaise décision, ça vaut mieux que pas de décision du tout. En gros, ça veut pas dire, c'est pas un encouragement à aller prendre n'importe quelle décision à la va-vite pour les équipes, évidemment, mais c'est plutôt un mindset qui fait que on a besoin de faire comprendre à soi-même d'abord, mais aussi aux équipes, qu'il faut avancer et que l'idée, c'est de prendre des décisions, d'avancer et d'avoir cette capacité à ajuster le tir très rapidement si ce n'était pas la bonne et donc d'affiner si la décision n'est pas parfaite. Et d'ailleurs, elle n'est jamais parfaite, mais sortir, tu vois, un peu de cette peur qui fait qu'au final, tu finis par rien faire et tu finis par pas la prendre la décision parce que tu as l'impression que ce qui est at stake, c'est énorme et que tu peux tout perdre. Oui, tu peux tout perdre, mais en fait, tu peux aussi et surtout tout perdre si tu prends pas de Si décision. tu fais Et rien. ça va de la petite, vraiment du tout petit truc à la décision, à la décision hyper radicale. Et c'est ce que j'essaye de faire passer en interne à mes équipes pour un peu faire en sorte qu'elles se sentent libres en fait d'échouer à condition que derrière il y ait cette volonté de rebondir, d'ajuster le tir très rapidement et de repartir. Et effectivement, tu vois, ce que je me dis souvent, c'est que si la décision de pivoter, on l'avait pas prise, je pense qu'il y a de grandes chances on ait fini dans le mur comme beaucoup de nos concurrents. Ce que je veux dire, c'est que C'est c'est une- vraiment l'exemple typique de c'est fait, l'exemple. un pivot de repartir de zéro quand tu as la chance d'avoir plusieurs millions de revenus. C'est vraiment l'exemple parfait
pour ça. Ouais, c'est un bon exemple. Et du coup, dans ce même contexte, l'erreur ou justement la pire bonne idée que tu aurais pu avoir et qui t'a coûté le plus cher en tant que CRO dans ta carrière, si tu as un exemple à donner. Ouais, alors en toute transparence, c'est une erreur que je fais encore de temps en temps et je me dis mais purée, c'est pas possible. Pourtant, je le sais et je pense que beaucoup de gens le font. Mais ce qui m'a coûté cher en énergie, en efficacité et même parfois, tu vois, en confiance collective, c'est de lancer des projets, des réunions, des sujets où on n'était pas assez clair sur les objectifs, mais surtout les rôles de chacun et l'ownership et qui fait quoi. Souvent, tu te dis c'est bon, j'ai mis toutes les personnes les plus smart dans la pièce, qui ont le plus de bon sens. Et donc, naturellement, les choses vont se faire. On est face à un problème, on en discute et ça va se faire. Typiquement, l'onboarding d'un client complexe ou autre. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte si on n'a pas super défini les rôles, qui fait quoi, c'est quoi les follow-up, toi tu fais ci, toi tu fais ça, on perd un temps fou. Au mieux, on se marche sur les pieds. Au pire, il se passe C'est ça. rien. Ouais, parce que tu penses que ton voisin a géré le truc ou tu t'es pas exactement entendu sur les next steps. Et effectivement, ça, pour moi, c'est clé au quotidien dans la façon de gérer le business. Ça passe aussi par pas mal d'outils. Et quand on a fait le pivot, on est passé à une culture beaucoup plus tech, donc beaucoup plus documentée, beaucoup plus écrite. On a mis en place Notion, on parlait d'outils. Mm. Et ça, c'est des outils qui permettent quand même de mettre un peu des garde-fous et en tout cas qui permettent d'avoir cette visibilité sur qui est responsable de quoi, justement, et d'avoir des bons rituels. Tu fais une réunion, tu lances un projet, tout est documenté, tu sais exactement qui fait quoi, les gens peuvent échanger de manière asynchrone. Mais c'est vrai que ça pour moi, c'est l'erreur classique et qui revient régulièrement, quoi. Ouais, on le voit, hein, tous les clients qu'on accompagne et qui n'ont pas forcément cette base partagée où c'est écrit, posé, sur lequel tu peux commenter et qui clarifie les choses, on voit l'impact que ça a dans la performance Mm. opérationnelle. Donc, très clair. Et un contenu, du coup, un livre, documentaire, podcast, que tu aimes bien écouter, que tu as envie de partager. Alors là, je suis sortie un peu des, des grands classiques, mais c'est plutôt une personne qui m'inspire beaucoup en ce moment, qui s'appelle Olivier Goy. Je ne sais pas si tu connais, ou si Je connais pas. les auditeurs et les auditrices connaissent. Alors déjà, c'est un entrepreneur hors pair, hyper successful, hyper inspirant, qui se bat contre la maladie de Charcot et qui le fait avec une résilience, une transparence et un impact en gérant un nombre d'initiatives. Il est hyper présent sur les réseaux, il a lancé une fondation euh, et que je trouve hyper inspirant. Moi, tu l'auras compris, ce qui me plaît, c'est l'impact. Mm. Pour moi, c'est l'exemple, l'incarnation même de cette capacité à avoir de l'impact malgré l'adversité. Et encore, c'est bien plus que ça. Et c'est vrai que je suis hyper inspirée par son parcours. Et donc, j'invite tout le monde à le suivre sur les réseaux, Ok. lire son livre, regarder son film. Ouais, il y a un livre, film, il y a du Ouais, contenu riche exactement. qu'on peut Il consommer, quoi. drive, il drive un nombre d'initiatives absolument incroyables. Et donc, c'est une personnalité que je trouve super inspirante. Écoute, génial, j'irai regarder et merci d'être sorti un peu du carcan revenu pour ce contenu-là, c'est très, très cool. Et ben merci beaucoup Fanny, je trouve ça super intéressant pour Merci à toi, cette avec grand variété de plaisir. sujets que tu dois gérer au quotidien entre toute la business unit et l'international. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu et ben je vous dis rendez-vous très bientôt le mois prochain sur un nouvel épisode. Merci à Merci à tous, toi. à bientôt.